Angarsk, Sibérie, hiver 98. La nuit tombe à 16 h. Un froid de moins 25 degrés fige la ville dans un silence glacial. Une femme titube, seule, après une soirée entre collègues. Un 4x4 Lada s'arrête. Le chauffeur porte l'uniforme. Il lui sourit. Elle monte. Ce sera son dernier voyage. L'homme au volant, c'est un policier, un père, un mari. Et un tueur en série. Son nom est Mikhail Popkov. Son surnom, le loup-garou d'Angarsk. Norilsk, 1964. Une ville minière, l'une des plus froides et polluées au monde. Ici, la vie est rude, grise, étouffante. C'est dans ce décor que naît Mikhail Popkov, enfant unique, élevé dans un appartement exigu. Sa mère est stricte, violente, alcoolique. Elle le frappe, l'humilie. Son père, distant, subit sans broncher. Mikhail apprend très tôt à se taire, à encaisser. À l'école, il est discret. Trop discret. On le remarque peu. Certains camarades évoquent un regard étrange, une absence dans les yeux. Il développe un rejet viscéral des femmes perçues comme légères. Il juge, en silence. Il méprise celles qui sortent, qui boivent. Il voit en elles un reflet de sa propre mère. À 18 ans, il entre dans l'armée. Il découvre la discipline, le pouvoir, l'autorité. Il y trouve un sens. Il aime porter l'uniforme, l'arme à la hanche. De retour à la vie civile, il devient policier. À Angarsk, en Sibérie orientale. Une petite ville industrielle. Une ville qu'il va marquer à jamais. Angarsk, fin des années 1980. Mikhail Popkov est un jeune officier. Il inspire confiance, sérieux, poli, marié à Elena, père d'une petite fille, Ekaterina. Tout semble normal, mais dans l'intimité, Popkov est paranoïaque, contrôlant. Il vérifie où va sa femme. Il la suit parfois. Il inspecte ses vêtements à la recherche d'odeurs d'hommes. Il développe une haine méthodique envers les femmes qu'il considère comme immorales. Celles qui sortent, boivent, flirtent. Dès l'enfance, j'ai compris que certaines femmes n'avaient pas de morale, dira-t-il plus tard. Et puis, vient la nuit. Dans sa Lada de service, il patrouille, il repère, il observe. Il invite des femmes à rentrer, propose de les raccompagner, parfois en uniforme, parfois en civil. Il les isole et il frappe. En 1992, il découvre que sa femme lui aurait été infidèle. Il trouve des préservatifs usagés. Cette trahison supposée déclenche sa descente dans la violence. Il se fixe une mission, punir toutes les femmes qu'il juge immorales, notamment celles qui consomment de l'alcool ou qui se promènent seules tard la nuit. En 92, Tatiana Martinova, âgée de 20 ans, est retrouvée dans une forêt, mutilée, abusée. L'arme du crime, un tournevis. La police n'a aucun suspect. Popkov participe même à l'enquête. Il feint l'indignation. Puis viennent d'autres victimes. Des femmes entre 16 et 40 ans, certaines disparues depuis des semaines, d'autres retrouvées rapidement. Toujours le même mode opératoire. Abus, coups, mutilation. Certaines sont frappées à la hache, d'autres étranglées, certaines mutilées après la mort. Il tue de manière irrégulière, avec des pauses de plusieurs années, ce qui brouille les pistes. Il s'agit d'un tueur méthodique. Il efface ses traces. Il connaît les limites de l'enquête. Il est l'un des leurs. Je ne tuais que les femmes que je jugeais immorales. Je faisais le ménage, confiera-t-il plus tard. Les crimes se multiplient. Mais Popkov continue sa vie de famille. Il emmène sa fille à l'école. Il passe du temps avec ses collègues, il blague, il fait du sport, il aide les enquêtes. Personne ne soupçonne rien. Il est trop normal, trop banal, trop intégré. Il se donne des règles, il tue uniquement les femmes qu'il juge indignes. Il justifie ses actes comme une mission morale, un nettoyage. Pendant presque 10 ans, il tue, sans relâche, jusqu'à une vingtaine de meurtres. Mais personne ne fait le lien. Année 2000, Popkov quitte la police. Il devient agent de sécurité, moins visible, mais toujours mobile. Il continue ses meurtres, moins souvent, mais plus violents. Il commence à mutiler les visages, à défigurer. Il signe, il laisse des marques. En 2003, une victime survit, Svetlana. Elle est abusée, poignardée, laissée pour morte. Mais elle survit. Elle dit à la police, c'était un policier. Il portait l'uniforme. La police refuse d'y croire. Aucun policier ne peut être responsable de cela. Svetlana est discréditée. Popkov, lui, s'arrête. Pendant presque 10 ans, le tueur semble avoir disparu.
2012, une base de données ADN est créée en Russie. Des échantillons sont prélevés sur des centaines de policiers, anciens et actuels. Popkov est convoqué pour un test de routine. Il ne se méfie pas, il coopère. L'analyse croisée donne un résultat explosif. Le profil ADN retrouvé sur plusieurs scènes de crime correspond à celui de Popkov. Il est arrêté. Immédiatement, chez lui, il ne résiste pas. Interrogé, il reste calme. Il finit par parler. Il avoue. Un meurtre, puis 2, puis 20, puis 60. Il raconte chaque détail. L'heure, le lieu, les cris, les objets. Tout sans émotion. « 2015. Popkov est jugé pour 22 meurtres. Le procès est partiellement fermé au public. Il s'assoit, impassible. Il écoute. Les familles pleurent. Certaines fuient la salle à l'écoute des détails. D'autres regardent Popkov dans les yeux. Lui ne signe pas. Il est condamné à la prison à perpétuité. Sans libération possible, direction la prison du Black Dolphin, un des établissements les plus sécurisés du monde. Ici, il vivra ses jours dans une cage. 2018. Depuis sa cellule, Popkov écrit. Il demande à revoir les enquêteurs. Il parle de nouveaux meurtres, des crimes non encore élucidés. Il fournit des plans, des objets, des dates. Le bilan monte à 83 meurtres. Peut-être plus. Popkov déclare « Je suis un nettoyeur. J'ai fait ce que personne n'osait faire. » Sa fille, Ekaterina, devient policière. Elle apprend la vérité sur son père à 24 ans. Elle coupe tout contact. Elena, sa femme, nie pendant longtemps. Elle ne veut pas croire. Puis elle accepte et disparaît. À Angarsk, les habitants vivent avec le souvenir. Des corps dans les bois, des visages manquants, une terreur rampante. Popkov a détruit des dizaines de familles, et ce, en paraissant normal. Aujourd'hui, Popkov est enfermé 23 heures sur 24. Il ne parle plus. Il dessine des scènes macabres, des femmes sans visage, des objets ensanglantés. Il dort dans une cellule de 4 mètres carrés. Il ne sort que menotté, tête baissée. Il ne reverra jamais la lumière libre. Mais les familles, elles, vivent toujours avec l'ombre. Celle d'un homme banal qui, pendant 20 ans, a tué. En avril 2025, le comité d'enquête de Russie a annoncé que Mikhail Popkov avait été formellement inculpé pour un meurtre supplémentaire, remontant à près de 14 ans. Cette inculpation fait suite à ses aveux concernant un homicide commis en mai 2011, portant à 84 le nombre total de meurtres reconnus par Popkov. Récemment, lors d'une interview dans un média russe, il affirme vouloir s'engager dans l'armée russe en échange de sa liberté. L'histoire de Mikhail Popkov ne se limite pas à celle d'un homme devenu un monstre. Elle est aussi le reflet d'une société, d'un système défaillant, d'une époque où la peur, le silence et la méfiance ont permis à l'ombre de grandir. En plus de son rôle dans la police, Popkov a profité des failles judiciaires, des préjugés et de la peur des victimes à dénoncer un policier. Pendant des années, il a marché parmi nous, caché derrière un uniforme, un sourire, un regard banal. Son arrestation en 2012, grâce à la technologie ADN, a bouleversé l'enquête et révélé une vérité insoutenable. Mais son histoire continue de hanter la Russie et le monde entier. En 2023, Mikhail Popkov reste incarcéré dans la prison du Dauphin Noir, où il purge une peine à perpétuité. En prison, il reste un homme énigmatique, silencieux, parfois coopérant, parfois mystérieux. En 2022, des psychologues pénitentiaires ont rapporté qu'il souffre d'un trouble de la personnalité antisociale sévère, combiné à des tendances narcissiques. Popkov continue d'écrire à certains enquêteurs, dévoilant parfois des détails inédits, mais sans jamais exprimer de remords sincères. Son cas a profondément marqué les protocoles policiers en Russie, déclenchant des réformes pour renforcer le contrôle et la transparence au sein des forces de l'ordre. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur d'une des affaires criminelles les plus terrifiantes du XXIe siècle.